Vous avez le texte en français sur l'écran. Je vais donc le lire en anglais. UQAM, UDM, and Concord University are located on unceded indigenous lands. The Kanien'kehá:ka Nation is recognized as the custodians of the lands and waters on which we conduct our work. Tiohtià:ke, Montréal, is historically known as the gathering place for many First Nations. Today, it is home to a diverse population of Indigenous and other peoples. We respect the continued connections with the past, present, and future in our ongoing relationships with Indigenous and other peoples within the Montreal community. Avant de passer la parole à Ersi Kontogouris, notre répondante aujourd'hui, j'aimerais aussi faire quelques remerciements. Merci à Christina Huno, à Annalise Alvarez-Hernandez et Christine Tanton qui ont beaucoup aidé dans l'organisation de ces cycles de conférences. Merci à Eddie Firman qui a fourni l'image d'une de ses œuvres qui est sur nos affiches pour la conférence. Et merci aussi à Roxane Mallet qui m'aide avec Zoom et cette conférence aujourd'hui. Les questions seront posées à la fin de la conférence, soit sur le chat ou sinon vous pouvez juste indiquer que vous avez une question et là vous ouvrez votre caméra et votre micro et vous posez directement cette question. Ça pourrait être fait en anglais ou en français. Questions at the end on the chat. You may ask us in English or in French, orally or directly on the chat box. Je passe la parole à Ersi Kontogouris. Merci aussi, Ersi, d'avoir accepté d'être notre répondante aujourd'hui. C'est un plaisir. Merci beaucoup à toi, Diogo. C'est un grand honneur. Merci beaucoup, Françoise Bergès, d'avoir accepté de venir nous parler aujourd'hui. Donc, Françoise Bergès est politologue, enseignante, chercheuse et militante féministe décoloniale. Elle est présidente de Décoloniser les arts, une association française créée en 2015 qui milite pour une meilleure représentation des personnes racisées dans les institutions publiques en France, ainsi que dans le domaine des arts et de la culture. Elle a co-dirigé le collectif Décolonisons les arts, excellent collectif, qui rassemble 15 réflexions de personnes travaillant dans le domaine du cinéma, dans le théâtre, la danse, la musique, les arts vivants et les musées. Elle est l'autrice de nombreux livres et articles, dont Un féminisme décolonial, publié en 2019, et Une théorie féministe de la violence pour une politique antiraciste de la protection, dont elle va nous parler aujourd'hui, et qui a été publié l'année dernière dans les éditions La Fabrique. Alors, Madame Bergès, à vous. Merci beaucoup, bonsoir. Merci pour votre très généreuse introduction. Et bonsoir, non, pour vous, c'est bonjour peut-être. Enfin bon, bref. Bonsoir et bonjour à tout le monde. Puisque, avant de commencer vraiment sur le livre, puisque vous êtes étudiant en art, je voulais quand même parler de la relation entre art et violence, puisque je parlerai de la violence. La colonisation, c'est-à-dire les siècles de colonisation, ont été notamment la construction d'une image du monde et d'une humanité qui était la bonne humanité, où tout d'un coup l'Européen s'est représenté comme pour toute l'humanité, et d'une humanité qui n'était pas encore pleinement humaine. Donc ces images, le visuel a énormément compté dans cette construction du monde. Le regard est devenu un des sens, vraiment le sens fondamental de la construction de ce monde. Et ça, c'est une première remarque. Et d'autre part, qui est en relation avec ce dont je vais parler, d'une certaine manière, l'image a neutralisé très souvent la violence, même en la montrant. On pouvait la montrer, mais ça devenait elle était quand même neutralisée, c'est-à-dire qu'elle était banalisée. On le voyait sans voir. Et donc, pour moi, on m'a montré pour masquer. Et donc, cette question de la visibilité et de l'invisibilité dont on discute beaucoup, hein, évidemment, pour la question des violences, des crimes, je pense qu'il faudrait peut-être y penser plus profondément, parce que parfois, c'est totalement visible, mais on ne le voit pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se fait? Que c'est là, sous nos yeux, mais qu'on ne veut pas le voir. Et je pense que pour moi, c'est lié au fait que ce qu'on nous montre,
c'est-à-dire les personnes qui voudraient rendre visibles les crimes qui ont été commis contre elles, les peuples, les communautés, on ne le voit pas, le pouvoir, l'Occident ne le voit pas parce que ces personnes ne sont pas pleinement humaines. Donc on revient à cette question d'humanité. Donc ça, c'était peut-être deux remarques qui vont un peu, sur lesquelles je vais peut-être revenir. Donc sur ce livre, Une théorie féministe de la violence, comme vous le savez, depuis quand même plusieurs années, on parle des féminicides et de la recrudescence, mais surtout à cause évidemment des manifestations de femmes et des protestations de femmes contre justement ces violences. Et ce qui m'avait intéressé, c'était l'accumulation de mesures de protection. Cette accumulation, c'est en fait, il y a de plus en plus de lois et de mesures pour la protection des femmes, des vulnérables et des enfants. Et cela au moment où la violence systémique et structurelle, qui existe depuis des années et qui a une longue histoire, mais qui connaît une accélération qui se traduit aujourd'hui, on le voit, à travers un néolibéralisme qui a augmenté vraiment le dommage, la violence faite au peuple et à la terre, et qui se traduit aujourd'hui par la question de ce qu'on appelle la crise climatique, mais aussi un accroissement de l'extraction, puisque pour survivre, le néolibéralisme a besoin, cette économie a besoin d'extraire, donc un extractivisme qui a lieu, qui est en relation du coup avec un épuisement, et qui est un modèle colonial déjà, déjà sous l'esclavage, trouver les mines d'or et d'argent, par exemple, les épuiser en épuisant les corps qui y travaillaient. Et puis, une fois que les mines étaient épuisées, puis que les corps, les personnes, peuples indigènes et ensuite aussi Africains déportés étaient morts dans ces mines ou dans les plantations, on pouvait se déplacer. Donc, c'est un régime, une économie qui est là avec nous depuis longtemps et qui a été donc installé dès l'esclavage et qui vraiment repose sur l'épuisement des ressources et l'épuisement des corps. Mais cet épuisement des corps, il s'étend un peu de plus largement, il n'est plus simplement concentré dans le Sud global, même si c'est le Sud global qui connaît le plus fort épuisement et extraction. Et ce qui m'avait intéressé, c'est les femmes racisées dans ce dispositif, une chose que j'avais déjà explorée dans d'autres livres, c'est-à-dire quelle est leur place dans cette économie d'extraction, épuisement et de mesures de protection et de qui mérite donc d'être protégé. Donc, comment je pensais cela et comment réparer l'accumulation des dommages faits depuis des siècles, avec ceux qui sont déjà en train d'être faits dans le présent. Donc, comment penser, je pourrais dire, une justice réparative, restaurative. Mais alors, donc, comment garantir cette justice? Qui est responsable de la justice? Et l'État, évidemment, ne semble pas la bonne personne, puis pour citer Elsa Dorlin, qui dit « L'État est le principal instigateur des inégalités, celui qui arme ceux qui nous frappent, et donc il serait vain de lui demander justice. » Donc c'était un peu au départ toutes ces questions qui pour moi se posaient, notamment avec l'attention au féminicide et la dénonciation des féminicides. Il y a eu de plus en plus de demandes de lois de répression, de lois répressives pour punir donc ceux qui étaient responsables de ces violences. Et je me posais la question, en quoi cela va aider? Je dirais, en quoi envoyer des milliers d'hommes en prison pourrait mettre fin à la violence? Je ne pensais pas que ça allait mettre fin à la violence. Et donc, pour moi, ça posait la question aussi de la prison, dont le thème de l'abolition des prisons est très, très peu discuté en France. C'est à peine discuté. C'est pas du tout quelque chose qui est perçu. Et donc, je voulais justement contribuer à d'autres chercheurs et chercheurs sur cette question de l'abolition des prisons, de porter cette demande, cette revendication d'abolition des prisons, et de dire qu'il était absolument important d'envisager cette possibilité, donc de partir de la possibilité d'abolir les prisons pour poser les questions ensuite, et non pas de poser la question du crime, et donc qu'est-ce qu'on en fait s'il n'y a pas de prison? On part de l'abolition de la prison, et on peut évidemment discuter à ce moment-là de comment fait-on face aux violences. Donc ça, c'était cela. Et puis, j'avais été frappée par plusieurs choses. Donc, je donne d'ailleurs quelques exemples dans mon livre. Une des premières choses était en 2017 dans une université prestigieuse, comme on dit, de l'Est des États-Unis, tout à fait libérale, très très bien. Et quand j'arrive, en fait, j'étais chercheur invité, je devais donner juste un séminaire.
Et je reçois plusieurs mails avant que le séminaire commence, et qui me disaient: vous n'allez pas pouvoir enseigner parce que vous n'avez pas rempli tel formulaire. Et je ne comprenais pas, j'avais rempli tous les formulaires. Et ce que j'ai compris, c'est que je devais en fait répondre à un questionnaire pour montrer que j'avais bien compris ce que c'était le harcèlement sexuel. Donc, on pouvait le faire en ligne, il y avait au moins 90 questions, et assez rapidement, j'ai compris que la bonne réponse était toujours celle de la répression. C'est-à-dire, par exemple, Mary est au parking, John arrive, John met la main aux fesses de Mary, qu'est-ce que Mary doit faire? Eh bien, Mary ne devait pas lui envoyer son poing dans la figure ou crier, elle devait appeler la police, en fait, la police du campus. Et tout était comme ça, il y avait quand même des questions où c'était les hommes qui étaient victimes, parce que quand même, il faut un peu mettre l'égalité. Et en fait, donc, bon, ben, évidemment, j'ai reçu le test quand j'ai compris qu'il fallait en fait plutôt passer du tir de la répression. Et puis, quand dans le campus, c'était comme ces très beaux campus américains, très propres, très beaux, plein de fleurs et tout cela, avec une police du campus constante, c'est-à-dire à tout moment, des gens qui s'arrêtaient en vous disant « vous allez bien, vous n'avez pas de problème, vous ne voulez pas qu'on vous emmène ici et là ». Donc, un sentiment de protection très fort, alors qu'on était déjà sous Trump, et c'était comme si donc on avait donc cet endroit de campus, et juste à la porte du campus pouvait se déchaîner une totale violence contre les Noirs, contre les pauvres, contre les Latinos, contre tous les autres. Et donc cette géographie de la protection, qui est protégée, l'enclave de la protection, et le reste à l'extérieur où la violence peut se déchaîner contre des corps particuliers, des corps racisés, m'avait frappé, cette organisation géographique, que je voyais d'ailleurs, que je voyais déjà à l'œuvre de plus en plus dans plusieurs villes, hein, dans le monde, dans le nord et dans le sud global, de cette construction d'enclaves, de quels vont être les espaces protégés, où du coup les personnes racisées qui sont autorisées à y rentrer, c'est celles qui vont nettoyer, qui vont être vigiles, qui vont être éboueurs, c'est-à-dire c'est celles sur leur corps, de nouveau le travail, les repose, mais dans un espace donc, qui est protégé. Donc ça, c'était un premier exemple. Et il y avait aussi en France, donc avec la dénonciation des féminicides qui vraiment augmentait, tout d'un coup, une très forte réponse de l'État. Il va avoir des lois. Et c'est le gouvernement Macron qui pose, bon, je ne veux pas du tout en faire une chose locale parce que je pense que c'est des choses qui se passent aussi ailleurs, c'est le fameux en même temps de la doctrine macroniste, c'est-à-dire à la fois, donc on va parler de la protection des femmes et de l'autre côté, on fait passer une réforme qui va appauvrir encore plus les femmes des classes populaires et racisées. Donc ce en même temps qui fait par les décisions économiques et sociales, il y a une augmentation de la précarisation et de la vulnérabilité qu'on a vu encore plus fortement sous la pandémie, c'est-à-dire qui était exposé au virus sans protection, c'était effectivement les femmes racisées qui occupaient ce qu'on appelle les métiers essentiels. Et donc, plus de précarisation, plus de vulnérabilité au moment où, effectivement, où en même temps, le gouvernement faisait passer des lois et avait un discours de protection des femmes et d'égalité des femmes et des hommes. Donc, cette question, c'était le deuxième exemple. Le troisième exemple qui m'avait intéressé, c'est qu'en décembre 2018, il y a 160 jeunes à Mantes-la-Jolie, qui est un quartier populaire, enfin une banlieue populaire, comme on dit, près de Paris, sont forcés de se mettre à genoux sous la garde de CRS surarmés. Donc, on voit des jeunes, des tout jeunes, de 14, 15 ans, à genoux, les mains sur la tête, comme des prisonniers, entourés d'hommes surarmés. Donc, ça a été filmé, on entend, ben voilà, vous allez être sages. Et cette question de volonté d'humiliation et de voir effectivement que ces enfants, ça ne serait jamais passé dans un lycée à Paris. Donc, me poser aussi la question, donc tous ces trois exemples, qui est protégé? Qu'est-ce que c'est que la protection? Puisque nous avons besoin de protection en tant qu'être humain. Quand nous naissons, nous avons besoin d'être protégés. Et nous avons aussi, si nous sommes malades, si nous sommes faibles, si nous sommes vulnérables, nous avons besoin de protection. Et le fait que l'État s'est entièrement emparé de la question de la protection, a évidemment privé les communautés aussi de la protection. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'État qui protège avec sa police et son tribunal. Et la sélection qui s'opère au cours de l'histoire et encore plus, de plus en plus aujourd'hui, notamment grâce aux technologies de surveillance et de contrôle, entre les personnes qui ont droit à la protection et les personnes qui ne doivent pas être protégées, qui n'ont pas droit à cette protection.
Et même donc dans cette question des jeunes du Montois, ce qui m'intéressait, c'est que dans l'enfance même, avec la multiplication aussi de la protection de l'enfance, les institutions, les lois, les discours, la psychologie sur l'enfance qui augmente, les enfants qui n'ont pas droit, les enfants qui sont criminalisés, les enfants qui sont jugés déjà comme des adultes, les enfants roms, les enfants noirs, les enfants arabes. Le fait que même les jeunes filles, par exemple, dans les questions pénales, et j'avais lu d'ailleurs au Canada, ça se passait aussi pour les jeunes filles des peuples autochtones, c'est-à-dire qu'elles sont prises pour plus âgées qu'elles ne sont. La petite de 15 ans, la petite blanche de 15 ans, il faut la protéger. La petite de 15 ans qui est d'un peuple autochtone ou la petite de 15 ans qui est noire, elle est prise pour quelqu'un qui en a 19 ou 20 ans. Le garçon aussi, les garçons sont traités. Donc, elles sont traitées par la police, par la loi, par l'école, par la santé, par toutes les professionnels, comme des personnes plus âgées. Elles sont criminalisées et elles sont utilisées comme capital. Et ce processus qu'une une juriste, une professeure de droit palestinienne, Nadira Chalouk-Karvekian, appelle unchilding. C'est assez difficile à traduire en français, mais c'est donc de childing et de enlever cela. Donc, pas désenfanter parce que ça ne serait pas bon, mais donc c'est vraiment les enfants qui sont privés d'enfance, en fait. Et pour moi, il y a des enfants qui, dès la naissance, sont privés d'enfance. Ils n'auront pas d'enfance. Et c'est possible. C'est-à-dire ils ne seront pas choyés comme sont choyés les enfants, ils ne seront pas considérés comme des enfants, leur santé n'aura pas la même importance, leur accès à tout ce qui fait le développement de l'enfant n'aura pas. Donc c'est toujours cette question de cette construction de qui a droit à la protection et qui n'y a pas droit. C'était donc cette question. Et à partir de là, les réponses de féministes à ces questions de la protection. Alors, il y a évidemment, historiquement, l'interdiction, je le disais, de faire communauté, même de faire famille. Il y avait interdiction aux esclaves de faire famille, puisque l'homme, on lui refusait toute paternité, même donc à la femme qui devenait mère, toute maternité, puisqu'on pouvait lui enlever son enfant à tout moment, et que le ventre des femmes noires était considéré comme un capital à exploiter. Donc, cet interdit de faire communauté, et donc de nouveau, qui a droit à la communauté, qui a droit à la famille, et du coup, les droits de protection, et les familles dans lesquelles les professionnels donc peuvent, dans l'intimité, peuvent entrer dans leur intimité, que ce soit les travailleuses sociales, les psychologues, les psychiatres, et qui peuvent donc décider que ces enfants-là, ça ne va pas, qu'il faut retirer ces enfants à ces familles pour les donner au nom de la protection des enfants. Et ça, bon, je le sais qu'au Canada, ça a été fait massivement pour les enfants des peuples autochtones, de les arracher à leur famille au nom de leur protection et au nom de leur bien-être. Donc, toute une histoire de nouveau de ce qui est la protection et de ce qui serait la bonne enfance et de ce qui serait la bonne famille et ce qui constitue une réelle mère, une bonne mère ou un bon père. Puis, j'ai aussi examiné toute la question du féminisme carcéral. Et en fait, contrairement à à l'opinion, il y a eu des débats très, très vifs dans les années 70, dans les milieux féministes, autour de cette question qui doit protéger. Notamment en Europe et notamment en Italie, où les féministes italiennes étaient très politisées et très, très soucieuses, parce que, si vous voulez, aussi, avec l'expérience du fascisme qui était là encore en mémoire, l'idée que la police et le tribunal pouvaient détenir tout le pouvoir était quand même assez inquiétant. Et elles avaient, donc certaines féministes qui étaient à Milan, elles avaient cette formule « ne crois pas que tu as des droits ». C'est-à-dire, les droits qu'on accorde aux femmes, ne crois pas que ce sont des droits au sens d'une autonomie renforcée, d'une possibilité d'acquérir des droits. Comprends que ce sont des choses qui te sont accordées pour maintenir en fait la domination. Et en France même aussi, où quand même le féminisme étatique a toujours été assez puissant, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a toujours eu un féminisme étatique assez important. Pencher vers le féminisme carcéral et punitif a été pratiquement possible.
Et en 78, quand il y a un grand procès contre le viol de 2 jeunes femmes lesbiennes qui avaient été violées par plusieurs hommes dans une calanque près de Marseille, 4 ans auparavant, finalement, il y a le procès en 78, et c'est un très très grand procès, parce que le viol n'était toujours pas considéré comme un crime en France, et donc la reconnaissance à travers ce procès devait être suivie d'une loi. Et très très rapidement, il y a eu aussi des débats. Mais cette loi, qui va qui la pose, qui est en charge, qu'est-ce qui est demandé comme punition, est-ce que vraiment on veut envoyer les hommes en prison? Ça a été très vif, mais le féminisme carcéral l'a emporté. Et la loi donc a été votée, la loi contre le viol a été votée en faisant un crime, ce qui est tout à fait évidemment légitime, mais en réclamant donc beaucoup de punitions. Et il y avait évidemment des féministes qui disaient mais qu'est-ce qui va se passer quand ça va s'ajouter à toute la politique raciste et la politique contre les migrants. Quelques mois plus tard, après le vote de cette loi, un homme est arrêté qui était immigré, accusé de viol. Et des avocates féministes vont aller au procès, vont défendre la femme victime de viol, en disant qu'elles veulent que le procès soit symbolique, donc elles ne demandent pas une punition, elles ne demandent pas une peine de prison, mais elles veulent qu'il y ait donc reconnaissance par le tribunal. L'homme a été condamné à une lourde peine de prison et les avocates, j'ai retrouvé des archives disant à la sortie, oui, le tribunal n'a pas voulu jouer le jeu. Mais le jeu de quoi? Puisque le tribunal, il n'est pas là pour renforcer un débat de ce genre. Et évidemment, pour le tribunal, à appliquer la loi. En plus, c'était un pauvre gars immigré. Et donc là, il y a eu un très fort débat, très très vif entre les antiracistes et des féministes qui n'est toujours pas résolu aujourd'hui, qui n'est toujours pas du tout résolu aujourd'hui, qui reste vraiment très fort. Donc, à partir de là, il y a eu aussi, dans les années 70, en France, en Italie, en Allemagne, enfin dans toute l'Europe, il y avait énormément aussi de débats autour des prisons, avec beaucoup de dénonciations des conditions de vie dans les prisons. Et il y a eu beaucoup de révoltes à l'époque de prison, avec des prisonniers qui prenaient d'assaut et qui demandaient avec des dénonciations des conditions de vie dans les prisons. Avec quelqu'un par exemple comme Michel Foucault qui a fait partie de ce mouvement, donc du coup un peu le mouvement a été connu, mais il y avait des tas d'autres personnes, avec aussi des témoignages qui sont sortis de prison, ça c'était quand même assez nouveau, puisqu'on n'en avait pas eu depuis longtemps, qui dénonçaient quelle était la vie. Et même des femmes qui étaient en prison parce qu'elles étaient des militantes d'extrême gauche et qui ont donc parlé de la situation dans les prisons et de montrer que dans les prisons, il y avait surtout des femmes qui étaient de classe populaire. À l'époque, dans les années 70, il y avait un peu moins de migrantes, de classe populaire, accusées de choses. C'était des crimes de la pauvreté, elles avaient volé un chèque ou du travail du sexe ou des choses comme ça. Donc ça, c'était quand même discuté. Et puis tout d'un coup, avec les années 80, tout ça a été refoulé. Et finalement, ce qui a dominé, c'est le féminisme carcéral et punitif, et pas seulement donc en France, à peu près dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe, c'est ce féminisme carcéral et punitif qui a gagné au sens qui a pu faire passer les lois et faire passer cette idée qu'il fallait effectivement punir plus sévèrement ces crimes. Et notamment, là récemment, ce qui a été demandé, c'est que les hommes donc portent, comme en Espagne, le bracelet de surveillance pour savoir à tout moment où ils sont et s'ils approchent, et sans se poser la question du lien de ces bracelets de surveillance avec toutes les technologies de surveillance et de police. Donc, comme évidemment, ça a eu quand même un effet dissuasif, donc du coup, c'est une bonne solution. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, la technologie apporte de plus en plus de solutions de contrôle et de surveillance, offre des solutions de contrôle et de surveillance, vraiment on peut en temps réel choisir. Et donc, la tendance à tomber, à choisir ces techniques, est vraiment, évidemment, c'est attirant parce qu'on se dit, bon, voilà. Sauf que, évidemment, comme je le dis, c'est lié au capitalisme de surveillance et de contrôle, c'est lié à la question de la police, et c'est lié aussi au fait qu'il ne peut pas
avoir de justice restaurative ou de justice réparatrice. Et donc, dans cette féminisme, pour moi, donc, dans cette question-là, c'est quelle est la politique, quelle serait une politique antiraciste, féministe, de la protection, puisque de partir du fait que, oui, on a besoin de protection, au sens pas nécessairement donc policier, mais on a besoin d'une vie paisible. Et là, ça renvoie à une autre réflexion que j'avais, c'était sur le fait que la notion de paix est une notion de moins en moins importante. En fait, on est en état de guerre permanente. La guerre à la terreur, la guerre à la drogue, la guerre à la Covid-19, puisque maintenant c'est même la guerre au virus. Donc c'est comme le moment permanent de guerre, et la paix devient un moment extrêmement étroit entre deux guerres, que je ne sais pas moi, donc deux forces finalement décident qu'on va faire la paix. Mais la paix est entièrement liée à la guerre. Et la paix n'est pas une possibilité d'une société paisible où les conflits seraient réglés autrement que par la force et le pouvoir. Et notamment, cette réflexion m'était venue en écoutant beaucoup des témoignages de migrantes et de migrants qui disaient à quel point c'était important pour elles et pour eux d'avoir enfin trouvé un lieu paisible à un moment dans tout leur trajet terrible qu'ils font du Pakistan, de l'Afghanistan ou de la Syrie ou de l'Afrique subsaharienne ou du nord de l'Afrique vers l'Europe. Et ce moment-là, ils le décrivent comme un moment où ils peuvent se reposer en toute sérénité. C'est-à-dire, ils parlent de pouvoir même dormir vraiment. Et cela m'avait frappée parce que donc CETA montrait que c'est très important pour nous, êtres humains, d'avoir ces moments de paisible, pour pouvoir se reposer, qu'il y ait un droit au repos. Et que il y a le droit d'asile, mais il y a le droit de repos. Et ce n'est pas la même chose. On peut trouver droit d'asile, mais pas nécessairement le repos. Et donc de se réapproprier cette idée de paisible et de repos, et de dire que c'est un droit. C'est un droit comme le droit à la liberté et à l'égalité. Et donc de penser à cela, et donc dans cette théorie féministe, enfin dans cette politique d'imaginer une politique antiraciste de la protection, c'était d'une part évidemment de revendiquer de pouvoir faire communauté, de pouvoir faire famille au sens d'arrangement, qui ne sont pas évidemment le patriarcat hétéronormé, mais qu'il y a des droits de faire famille. Mais c'était aussi de penser à la fois à des réponses de groupe, des réponses à la violence, d'opposer d'autodéfense, c'est-à-dire donc pour moi ce n'est pas la violence, mais c'est l'autodéfense, et de se former à cette autodéfense, de renforcer, de voir comment utiliser la justice quand il le faut, de ne pas s'en remettre à la justice pour la punition, et d'exiger aussi de travailler entre nous à la justice réparatrice et la justice restaurative. Quels vont être les termes, les pratiques pour lesquels nous allons nous battre. Et le racisme, parce que pour moi, au cœur de la violence systémique et structurelle qui ravage le monde, le racisme est absolument un des fondements. Et le racisme, et pour moi, racisme et misogynie sont des compagnons de route, si on pourrait dire, ils sont inséparables, ils marchent ensemble, ça marche ensemble. Et donc, dans la politique antiraciste, évidemment, c'est la question de la fin du patriarcat, de ce que les féministes d'Amérique du Sud appellent la dépatriarcalisation, et qui me semble effectivement une notion très, très importante. Donc, dans cette politique, c'était de... Et puis, comme toujours, comme souvent pour moi, c'est de ne pas se focaliser simplement sur la question de la domination masculine, mais de voir toutes les violences qui rendent les vies des femmes, notamment des femmes du Sud global et des femmes racisées, encore plus précaires, encore plus vulnérables. La violence économique, la violence culturelle, la violence sociale, la violence de pas d'accès à la santé, de pas d'accès à l'éducation, l'épuisement des corps. Dans un livre précédent, j'avais parlé de toutes ces femmes donc, qui nettoient le monde, qui nettoient la ville, qui nettoient et qui en prennent soin, qui prennent soin des corps de la bourgeoisie, et qui sont donc là
en partant de cette vulnérabilisation, de montrer à quel point c'était structurel et systémique. Et donc, en partant de là, de parler de cette politique de la protection, en partant des femmes les plus vulnérabilisées, les plus précarisées, par aussi ce que Ruth Wilson Gilmore appelle une vulnérabilité différenciée à une mort prématurée. C'est-à-dire que la mort prématurée est absolument inscrite dans la manière dont le monde est organisé par le patriarcat et le néolibéralisme, et évidemment depuis la colonisation. Donc, refus de la militarisation de l'espace public, refus de la militarisation de la protection, puisque la police est de plus en plus militarisée, refus d'une augmentation de la surveillance et du contrôle par les technologies au service de l'État, et donc qui enrichissent évidemment le capitalisme, travail sur l'épuisement et l'extraction, qui font partie de la violence, parce que les corps épuisés, c'est une violence qui leur est faite, et donc une mort prématurée fait partie de cette violence. La violence culturelle, avec la question donc du mépris, des rituels d'humiliation quotidienne qui sont exercés, et donc je donnais un exemple d'avoir forcé ces enfants à se mettre à genoux, qui était vraiment un rituel, parce que ça a été remis, et qui était aussi un message pour leurs parents: voilà comment nous avons le droit de traiter vos enfants et vous n'aurez rien à dire. Donc, la protection, c'est la protection contre tout cela. Ce n'est pas simplement la protection contre la violence des hommes. Et une dernière chose, puisque pour rester dans le temps, c'était aussi de se poser la question des masculinités. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi cette masculinité, la masculinité qui doit s'affirmer par la violence et qui doit s'affirmer par la domination, est celle qui domine, et celle qui est toujours présentée comme désirable. Et notamment à propos du viol, puisque je parle du viol, j'ai aussi parlé du viol des hommes, qui est quand même beaucoup plus dénoncé qu'avant, et dont on a vu beaucoup de cas en Irak par l'armée des États-Unis, notamment et par des femmes soldates, mais aussi pour les Rohingyas, des viols massifs par l'armée birmane, des viols par les policiers, d'hommes noirs ou arabes, c'est-à-dire comment en fait le viol, et bien sûr ce sont d'abord les femmes qui sont les victimes massivement globalement, mais la violence actuelle fait de tous les corps vulnérabilisés, de tous les corps précarisés, des corps à violer, même si c'est un corps masculin. Donc le corps masculin n'est pas protégé de cela. Ce que je voulais dire, c'était l'extension à tous les corps aussi de féminiser les corps racisés, tous les corps racisés, pour justifier les viols. Et donc d'aller vraiment au plus profond de la question de la violence pour se poser la question de la justice et de la paix, de comment garantir une justice pour toutes et pour tous, une justice donc qui n'est pas simplement, qui est aussi une justice culturelle, une justice linguistique, une justice sociale, une justice économique, une justice aussi dans tous les accès des besoins premiers des êtres humains, et une paix, de se réapproprier la paix comme une exigence absolument radicale contre l'état de guerre permanent que le patriarcat institue et que le néolibéralisme et l'impérialisme instituent aussi. Donc de redonner au terme de paix sa dimension absolument radicale contre un État qui en fait mène la guerre au peuple autochtone, au peuple d'Afrique, d'Asie et des Amériques, et aux minorités à l'intérieur des pays du Nord global, et qui mène aussi la guerre à la terre. Donc de reprendre cela et de repenser la paix, de repenser les pratiques d'autodéfense, d'autoriser, et vraiment de l'autonomie, de multiplier les espaces d'autonomie pour résister à la violence patriarcale et la violence du capitalisme néolibéral. Voilà, je crois que j'ai respecté mon temps. Merci d'avoir écouté. Merci beaucoup. Il y a des mains d'applaudissements et des cœurs.
Alors, merci, c'est vraiment merci pour cette présentation vraiment très stimulante et très claire et qui fait le lien de façon tellement claire entre ces différentes violences qui existent et quelle est la source vraiment, quelles sont les racines, parce qu'on se fait appeler radical, mais on est radical parce qu'on veut aller à la racine de quelque chose, on veut changer pour toujours. Et aujourd'hui, hier, on a eu la nouvelle terrifiante qu'en Arkansas, ils ont adopté une loi qui interdit l'avortement, même en cas de viol. Et au Texas, ils sont en train d'essayer de passer une loi qui vise à condamner à mort les femmes qui se font avorter. Donc, ils ont essayé il y a 2 ans, ils n'ont pas réussi, ils réessayent maintenant. On est sans arrêt face à une réalité qui nous montre que, et même dans les cas où les femmes vont dénoncer des viols à la police, on est sans arrêt face à une réalité que l'État n'est pas là pour nous protéger. Et pourtant, on continue sans arrêt de revenir comme si c'était la solution. Et ce féminisme carcéral, c'est vraiment, je pense, une façon de mettre cette insistance sur la solution carcérale comme si le problème était un problème individuel, alors que le problème est clairement un problème systémique. Et votre livre le montre vraiment bien, et ce que vous appelez cette approche civilisatrice au problème, qui, entre guillemets, bien sûr, qui est évidemment aussi très, très problématique. Je vais peut-être lancer une première question. Je suis sûre que beaucoup de personnes auront des questions à vous poser, mais je voulais vous demander, puisque vous l'avez mentionné au tout début, peut-être de revenir à la question de la représentation et de nous dire peut-être, nous en dire un peu plus long sur la façon dont la représentation joue dans la dévalorisation, bien sûr, de pratiques culturelles que vous avez nommées, mais aussi dans le processus du unchilding, dans le processus de féminisation des corps racisés. On a des exemples, bien sûr, au 19e siècle avec les peintures orientalistes, mais je me demandais si vous pouviez en dire peut-être un peu plus long là-dessus. Oui, merci, c'est une question très, très importante. Ça mériterait tout un séminaire. Mais même, par exemple, sur la question de la violence contre les femmes, c'est toujours de les présenter comme des victimes. C'est vraiment de les présenter comme des victimes, mais absolues. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune agentivité, il n'y a rien, c'est des victimes absolues. Et le féminisme civilisationnel veut se porter, donc veut aller sauver ces femmes, mais pour les sauver et pour que le féminisme civilisationnel maintienne sa position, il faut absolument que ces femmes soient victimes. Il faut absolument jouer le rôle de sauveur et ça, pour maintenir cela. Et la question de la représentation, oui, même aujourd'hui, alors peut-être là, plus autour des questions culturelles et de l'art, on sait, je dis on, oui, beaucoup d'entre nous, on s'est beaucoup battu pour une justice de représentation, pour qu'il y ait autant. Et je me demande, et c'était tout à fait légitime et c'était tout à fait justifié, mais maintenant, vu la capacité du néolibéralisme à absorber certaines représentations pour en faire des marchandises, mais en même temps en l'absorbant, la rapidité avec laquelle des mots sont des mots qui étaient des mots radicaux, même le terme féministe maintenant tout le monde peut l'être, hein, même les femmes d'extrême droite, les néo-nazis peuvent être, les racistes peuvent être féministes. Face à cette chose de ne pas, moi je me dis de plus en plus de faire attention à la représentation, c'est-à-dire de faire attention même, alors on présente une femme victime, alors il faut compenser par une autre image et de rester dans le registre de l'image, dans le registre visuel, qui a été extrêmement important pour la colonisation et qui est toujours important pour distinguer celles et ceux qui méritent d'être humains et les autres qui ne le méritent pas. Même dans cette question, par exemple, de la violence, il y a une tendance dans la représentation de la violence, c'est ces personnes là-bas, les images qu'on voit, les images de soulèvement en Afrique ou en Haïti, on voit des personnes absolument en colère et on a une impression simplement de cela. Il y a très peu de choses sur ce qui les anime. Alors que, par exemple, les révolutions qui se passent au Nord sont présentées quand même comme des soulèvements justifiés, avec bon, voilà, les révolutions orange ou de toutes les couleurs qu'elles ont été,
en Europe de l'Est, ça, c'est des belles révolutions. C'est des représentations visuelles qui contribuent à l'idée donc d'une démocratie qui s'étend. C'est pas une critique des mouvements eux-mêmes, hein, c'est une critique. Alors que par exemple, quand il y a des mouvements en ce moment, comme au Sénégal à Dakar, ou ce qu'il y a même à Mexico City, c'est présenté comme quelque chose que voilà, ces gens-là ne connaissent que la violence et ne savent réagir, ne savent manifester que dans la violence. Donc de faire très très attention, évidemment, à cette représentation, mais même de se dire que nous devons à ce moment-là forger des représentations opposées, mais donc de rester dans le domaine de la représentation, dans le domaine de l'image. Donc de sortir de cela et de voir comment faire autrement. Bon, peut-être que c'est un peu abstrait. Alors, par exemple, des migrantes qui finissent par arriver en Italie et qui ont traversé, parfois ont mis 3 ans hein, pour aller du Cameroun, par exemple, à l'Italie, et qui ont traversé tout, elles vous disent absolument qu'elles ont été obligées de se prostituer, je reprends leurs mots, qu'elles ont été obligées de se vendre pour survivre, mais qu'elles ne sont pas définies par cela. Elles ont connu la violence, et des violences qui sont absolument terribles, mais elles ne veulent pas être définies par cela. Elles ne veulent pas être représentées par cette violence. Elles se voient aussi comme des personnes d'un immense courage, d'avoir quitté une situation absolument terrible pour elles et d'avoir traversé je sais pas moi, le feu et l'eau pour arriver quelque part. Et que donc leur corps a connu, elles ont payé, si on peut dire pour utiliser ce terme, et elles le savent. Elles savent le prix de leur liberté, mais elles ne veulent pas que cela soit transformé, soit entré dans le discours de la représentation de la victime, même par l'image, et qui puisse entrer dans le discours du sauveur blanc ou dans le discours du sauveur par la police et tout cela. Et d'ailleurs, des jeunes migrants aussi, hommes, se voient même comme des grands aventuriers de l'ère moderne, c'est-à-dire c'est l'Odyssée du XXIe siècle qu'ils le voient. Ils se voient aussi comme finalement, dans cette représentation, qui ne sont pas des victimes, comme occupant mettant en scène la liberté de circuler. C'est cela. Donc, oui, ils sont blessés, ils sont battus, mais au-delà, c'est aussi cela qu'il faut traverser, ce feu qu'il faut traverser pour justement gagner en autonomie. Donc, sur cette question, la représentation joue énormément dans le dispositif d'une politique de répression. De faire de la peur. Et dans les enfants, notamment, ça se voit beaucoup, et bon, évidemment, j'ai parlé des enfants des peuples autochtones ou des enfants des communautés, et aussi, par exemple, en Palestine aujourd'hui, où les enfants peuvent être mis en prison, jetés en prison, et traités absolument comme des criminels. Donc, par exemple, quand même dans cette représentation, l'Occident aura tendance à parler des enfants qui travaillent, hein, qui sont exploités en Inde ou ailleurs en Asie, parce que dans ces pays-là, c'est comme ça, les enfants, etc. Alors qu'au même moment, la politique occidentale de contrôle des naissances ou de migration ou d'accueil interdit aux enfants d'être des enfants. En Europe, par exemple, la politique de ce qu'ils appellent les mineurs isolés, ce qui étaient donc des enfants qui arrivent, des jeunes qui arrivent au-dessous de l'âge de la majorité, qui est 18 ans, mais qui est aussi 16 ans pour les migrants. Au-dessous de cela, donc tout l'effort est fait pour montrer qu'en fait, ces enfants agissent comme des adultes et devraient être traités comme des adultes. Ce ne sont pas vraiment des enfants. Donc, toute cette représentation de l'enfance, de ce que c'est que l'enfant, qui a été forgée, qui a été construite, puisque même en Europe, pendant très longtemps, les classes populaires, il n'y avait pas d'enfance. On les envoyait travailler à l'usine ou ailleurs. Cette construction, plus ça construit, plus ça permet d'exclure les enfants racialisés de cette notion de l'enfance. Et ça passe énormément par, oui, des représentations, des films, des documentaires, des images, sans que soit donné
sans que soient données les raisons du fait que pourquoi ces enfants font du travail sexuel, ces enfants arrivent complètement démunis en France, qu'ils prennent des pilules pour supporter la vie, des drogues. Tout cela est présenté comme des personnes criminelles ou alors des victimes de trafic, et non pas comme une des conséquences des politiques aujourd'hui d'extraction, épuisement et de la violence qui s'abat sur les peuples. Merci beaucoup. Oui, c'est vraiment complexe et interrelié. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui ont des questions qui veulent les poser de vive voix, pardon, ou dans le chat. Je pense que c'est Roxane et Diogo qui regardent les mains. Parce que moi, autrement, j'en ai d'autres. Oui, Juliette. Et ensuite, Teddy. Oui, j'avais une question, en fait. D'abord, je voulais dire que, à Françoise, que vous êtes probablement une de mes autrices préférées, puis que je suis vraiment honorée de participer au séminaire. Puis, en fait, ce que j'avais comme question, je pense que vous le mentionnez dans Un féministe décolonial, vous parlez de groupes pour contrer cette protection étatique que vous critiquez, puis je me demandais comment est-ce qu'on peut produire des groupes comme ça, si vous l'avez vu si vous y avez participé, comment est-ce qu'on fait pour créer des groupes peut-être que vous vous souvenez, il y a eu à un moment donné, il y a eu pas mal, mais c'était surtout en Amérique du Nord, ces manifestations de Take Back the Night, de reprendre la nuit, où des femmes sortaient dans la nuit pour réaffirmer que il ne devrait pas avoir de couvre-feu. Parce que pour nous, le couvre-feu, il n'est pas juste pour le moment de la pandémie, hein, il est tout le temps pour les femmes. Je dirais, il est constant depuis. On sait bien qu'il y a des couvre-feux pour nous, tout le temps. Mais sinon, les groupes d'autodéfense, c'est vraiment de se retrouver, on peut même justement lancer. Moi, j'ai participé à des groupes d'autodéfense et on sortait en groupe, le samedi soir notamment. Et alors, il y avait plusieurs choses. Il y avait ou de proposer à des femmes qui sortaient de bars ou de boîtes de nuit, de les raccompagner jusqu'à un taxi ou quelque chose, en fait, de faire, parce que des moments où elles pouvaient être en situation de fragilité. Ou alors, évidemment, il y a eu un petit moment, je dois dire, c'était à Paris, on se promenait, et bon, là, on était un peu jeunes, et on harcelait les mecs, comme les mecs harcèlent les femmes. Donc, on suivait un garçon, on en choisissait, pas un garçon, un homme, un homme. On le suivait et on lui faisait des tas de remarques sur son corps, sur que voilà, voilà. Bon, c'était une méthode pour, voilà, c'était pas, on peut dire, c'est pas très constructif peut-être, mais c'était, vous pouvez pas imaginer la terreur dans laquelle ça les mettait. Alors nous, c'était un peu, maintenant tu as compris un peu ce que tu fais. Mais je ne sais pas si c'était très, très, très productif, parce que je pense qu'en fait, il repartait avec la rage au cœur plutôt qu'une leçon. Mais ça nous a fait un peu plaisir pendant un moment. Je dois aussi l'avouer. Mais je pense que les groupes d'autodéfense, alors les groupes d'autodéfense, l'autodéfense pour moi, elle est effectivement physique, c'est-à-dire d'être à plusieurs et d'apprendre des gestes d'autodéfense, mais elle est aussi dans la connaissance de ses droits, quand même, et dans la compréhension aussi de pourquoi il y a tant de violence, pour ne pas se sentir, comment dire overwhelmed, de ne pas se sentir noyé sous l'assaut de la violence. C'est très important. Pour moi, c'est une très grande force de constamment demander mais comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, comment comprendre, et d'en discuter avec d'autres femmes pour effectivement qu'on puisse là développer quelque chose. Ben oui, c'est vrai, on devrait faire comme ci ou comme ça. Mais là, je le disais juste un petit peu avant le débat à RCI, qu'en ce moment, il y a beaucoup de violences en France contre les femmes. Je devrais préciser.
dans toute la campagne contre les islamo-gauchistes, les déboulonneurs de statues, les séparatistes, les indigénistes, enfin toute la série les décoloniaux, toute la série d'adjectifs posés par la réaction. Ce qui est frappant, c'est que c'est surtout des femmes, les noms de femmes qui apparaissent dans les journaux, même en couverture de magazines, et les photos de femmes qui paraissent plutôt que celles d'hommes. Non pas que je suis pour qu'on mette, mais c'est frappant. Toute une série de femmes, dont moi. Et ça fait partie donc des stratégies de peur, de faire peur, et de faire peur non seulement aux personnes qui sont mises à la vindicte, qui sont jetées à la vindicte, mais aux personnes autour aussi. C'est ça qui peut vous arriver. Si vous faites ça, c'est ça qui peut vous arriver. Donc, restez tranquille, parce que sinon... et donc, réagir à ça, tenir le coup de ça, c'est d'en parler, et de voir si une solidarité peut être mise en place en montrant pourquoi misogynie et racisme sont vraiment deux compagnons de route. Et que la violence, cette violence systémique de la masculine, elle a à voir avec le néofascisme, elle a à voir avec le patriarcat, elle a à voir avec le néolibéralisme. Elle ne sait pas simplement des mecs là, c'est vraiment toute une structure où ces choses se renvoient. Donc, pour moi, ça c'est important, même si de temps en temps, évidemment, tout ça n'est pas très drôle. Mais les groupes... il suffit que vous appeliez 3 copines, vous commencez, puis il y en aura d'autres qui viendront se joindre à vous, ça pour questions pratiques. Et puis, on peut d'apprendre l'autodéfense, c'est pas mal, c'est bien, ça, on apprend quelques gestes qui sont... Ça donne un peu... On se sent, voilà, tiens, on pourra réagir, quoi, quand même. Tout en faisant attention, évidemment, à ne pas se mettre dans des situations un peu trop compliquées. Mais de le savoir, c'est bien, c'est bien. Ce sont souvent des lâches qui agissent en meute. Sur les études qui ont été faites sur le viol, par exemple, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de lâcheté qui s'exprime. Donc, je le redis, il y a une question d'une masculinité prédatrice qui fait exemple, qui est mise en exemple par les personnes les plus au pouvoir, et qui doit faire partie de la lutte féministe, de vraiment contre cette forme de masculinité qui d'ailleurs opprime des hommes. Tous les hommes ne sont pas quand même, heureusement, satisfaits par cette forme de masculinité. Je pense qu'il y a un enjeu en ce moment qui était déjà là, bien sûr, qui a souvent été là, c'est pas nouveau, mais je crois qu'aujourd'hui, compte tenu de tous ces éléments dont j'ai parlé, l'enjeu de proposer d'autres masculinités est vraiment importante. Il fait partie de propositions d'autres féminités aussi, ou d'autres genres, parce qu'il n'y a pas que féminité et masculinité. Merci beaucoup. Oui, je peux renchérir, je suis complètement d'accord pour les cours d'autodéfense. Moi aussi, j'en ai pris quand j'étais au début vingtaine. Et il y a vraiment, je pense que c'est la définition de l'empouvoirment, de se sentir empowered, de sortir de là, parce que j'ai pris ça avec une copine aussi, puis en sortant, notre diplôme, on avait une planche de bois, il fallait casser dedans avec la main. Et on est sorti de là, on pouvait, mais vraiment, on avait le monde, on avait tout le pouvoir de tout faire. Puis là, on était comme, hey, bientôt, essaye-toi. C'était vraiment chouette. Alors, oui, vraiment, Bon, Eddy, Firmin, tu as une question? Bonjour, Françoise, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi j'avais une question pour toi. En tout cas, j'aime beaucoup ta proposition sur le récit de féminisation et de domestication des corps afro-descendants et autres minorités. Pour revenir aux arts visuels, en ce moment a lieu l'exposition Ex-Africa au Cameroun. Et que ce récit soit encore actif, notamment, alors bon, on a eu l'occasion d'en parler, de se battre même pour les mêmes objectifs, et notamment envers les ultramarins. Il semble que ces artistes-là soient cachés sous le tapis avec assiduité et constance,
Donc j'aimerais avoir un peu ton regard sur ces artistes-là qui occupent le théâtre. Donc voilà, j'aimerais avoir ton regard là-dessus. Je pense qu'on est dans un moment là un peu compliqué, Eddy, parce que à la fois les institutions culturelles et artistiques se saisissent de la question de ce qu'ils appellent diversité et inclusion. Parce que il faut dire que quand même ils ont de moins en moins d'idées et que ça leur offre des idées. Et puis ça offre de nouveaux champs d'extraction, d'extractivisme. Et non, on est dans un moment où on va être face ou à des artistes racisés qui vont exposer, qui vont être exposés, ou à des artistes qui vont parler de cela. Et on est dans ce moment où on doit redéfinir, pour nous, on doit retravailler sur qu'est-ce que ça serait de travailler, parce que de toute façon, on ne va pas le trouver tout de suite, ça ne va pas être une seule solution, mais de travailler à cette décolonisation constante de ce que serait de la représentation, enfin de ce que serait de rendre palpable, visible, mais aussi parler par d'autres sens, les choses dont on veut parler. Et ça, je pense que c'est vraiment une chose très très importante qu'on voit ici et là. Hein. Mais comme tu le sais, en ce moment, enfin cette année en France, c'est la saison Afrique, décidée par le gouvernement. Il va y avoir des expositions, des colloques, et certainement des choses très bien, très intéressantes, avec des artistes qu'on aura plaisir à voir. Mais c'est ce que je disais aussi, ça c'est au moment où les lois les plus répressives sont en train de passer, notamment contre les musulmans. Et donc, il y a aussi quelque chose qui se passe où, du coup, dans la vieille division coloniale de l'Afrique subsaharienne, à la fois sauvage, mais aussi à la fois grand enfant, la représentation raciale coloniale joue contre l'arabe dont on sait quand même, hein, il est fourbe avec le couteau entre les dents, et comment nous, en tant qu'artistes et intellectuels, on combat cela, tout en effectivement en faisant, je veux dire, pouvant comment dire, être plutôt, nous pouvons nous réjouir de voir des choses qu'on ne verrait pas autrement. Mais de travailler sur cette crête-là, parce que vraiment là, pour moi, je suis vraiment choquée en ce moment de la succession, notamment en France, par exemple, de lois répressives, mais vraiment liberticides, d'incroyables violences, et de gestes qui sont faits, qui sont apparemment d'ouverture à la diversité, à l'inclusion, mais oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Et qu'on est dans un moment où ce pour quoi on s'est battu beaucoup, qu'il y ait plus de représentation, il y a une porte qui s'est ouverte, pas immense, hein, je veux dire, il faut qu'on reste en calme, mais ou une fenêtre, si on veut dire, et cette fenêtre, quand même, va leur servir de dire, ben, vous voyez, quand même, on a ouvert cette fenêtre. Et donc, nous, le travail, c'est quelle histoire de l'art, quelle représentation, quelles sont les formes par lesquelles on veut travailler. Donc, qui fait que ça se passe, d'accord, mais que nous, on doit aller plus loin. Parce que la question de la représentation, ils l'ont comprise dans ce sens-là. Et qui était en partie une des demandes que nous avions, quand je dis nous, toutes celles et tous ceux qui travaillent à la décolonisation. Donc, ce n'est pas qu'on est pris à notre propre piège, c'est que de toute façon, c'était presque inévitable. Mais dans certains endroits, parce que dans d'autres endroits, la répression se fait plus dure. Donc, on est aussi, je veux dire, si on regarde globalement, il y a des endroits où la répression se fait beaucoup plus durement, et puis il y a d'autres endroits où il y a une ouverture. Donc, on est dans ce moment où on doit regarder à la fois la situation locale dans laquelle on est, puis la situation globale. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est en train de se dessiner? Qu'est-ce qui se joue dans de la répression très forte d'un côté, de la censure, de la répression contre les artistes et contre le monde culturel. De l'autre côté, mais oui, nous sommes pour la diversité et l'inclusion, on va multiplier ça, tout en continuant des politiques liberticides et répressives. Donc, si tu veux, pour moi, c'est de mettre un peu tout ça et de dire, bon, alors on a tout ça, comment on comprend le jeu de ces forces du pouvoir, et donc nous, quel est le chemin qu'on dessine pour ne pas tomber dans aucun de ces stratégies, dans aucune de ces stratégies. En tout cas, je ne sais pas si j'ai répondu.
Pardon? Je te remercie de ta question. Je te remercie de ta réponse. Mais en tout cas, ce qui était fascinant à voir le jour du lancement, puisque le lancement a eu lieu en virtuel. Donc, il y a eu 30 minutes de lancement. Et sur 30 minutes de lancement, on n'a pas vu un seul afro-descendant pendant les 15 premières minutes. Et nous étions relégués dans les 15 dernières minutes à présenter Ex-Africa, donc en dehors de nous-mêmes. Donc, en fait, je pensais que tu l'avais tous. C'est vrai que c'est le Covid pousse à des voies particulières pour voir certaines expositions. Mais je ne savais pas si tu étais au courant, mais visiblement non. Ben, je te l'apprends alors peut-être. Bah oui, non, mais c'est très intéressant parce que je pense que c'est ça. Il y a la question que, comme je disais, ils ont ouvert la porte, mais c'est la porte de derrière. C'est pas encore le salon, hein. C'est la porte de derrière. Ça reste la porte à l'arrière. Mais ce que je veux dire, c'est que méfions-nous. Soyons vigilants. Si la porte de derrière est accompagnée de toutes les micro-agressions qui sont là d'habitude. J'écoutais hier une entrevue avec l'artiste Jordan Castile, qui est une artiste noire aux États-Unis, et dans un article au New York Times où il la présentait, ils ont dit, bon, Jordan Castile, qui a très fameusement réalisé le portrait de Michelle Obama. Bon, c'est que Michelle Obama, c'était Michelle, mais tu sais, une femme artiste noire, une autre femme, c'est tout pareil. Ouais. On les mélange, c'est tellement typique, et en tout cas, voilà. Oui, non, mais c'est très... Non, mais c'est très long. Moi, je pense aussi pour nous, par exemple, la question de la décolonisation de l'espace public, qui peut avoir justement avec ces questions d'art et de culture, parce qu'il y a eu la question des statuts, tout ça, on en avait parlé au séminaire auquel elle m'avait invité Firmin. Et pour moi, donc, comment on transforme des villes profondément inhospitalières, des villes qui construisent un environnement hostile aux femmes, aux migrants, aux arabes, aux noirs, aux jeunes, aux personnes âgées. Et que, donc ça veut dire un profond travail qui ne peut pas être accompli simplement par le remplacement d'une statue par une autre. Ça peut déjà être ça, je veux dire, mais il faut aller plus loin, il faut les pousser, parce qu'il y a des choses, ils peuvent se dire, bon, voilà, on va leur mettre une statue, et puis voilà, ils vont nous laisser tranquilles. Et il faut vraiment voir que on ne va pas décorer une maison qui reste la maison du maître. On va démanteler la maison du maître. Oui. Merci. On a peut-être le temps pour une autre question. Aurélie? Bonjour, bonjour Françoise Vergès. Merci infiniment, hein, pas seulement pour cette présentation, mais surtout pour votre engagement. Je suis étudiante au premier cycle en histoire de l'art et j'aimerais savoir, donc, selon vous, dans l'histoire de l'art et dans la muséologie qui porte sur le travail d'artistes afrodescendantes ou afrodescendants, comment faire pour sortir un peu de ce que vous avez très justement appelé la logique de l'extraction quand on organise des événements culturels, donc expositions et des publications. Merci beaucoup. C'est assez difficile parce que il y a une organisation de l'économie qui fait que je suis si je veux accéder à être si je veux être exposée et puis si je veux vendre un peu mon travail, je dois passer par ce système. C'est très difficile. Il y a des choses qui échappent, mais elles sont si minimes, c'est pas tellement possible. Donc il y a toute une organisation du monde de l'art de plus en plus qui passe par une économie libérale, qui est liée aussi au statut de l'artiste. Hein, de la personne qui va émerger, qui va être ça y est, l'artiste de l'année ou du siècle, qui est lié aussi donc à des questions économiques, hein, qui peuvent être très très importantes pour des artistes, qui sont des questions de survie. Et donc là-dedans, donc la logique de l'économie d'extraction, on est saturé, on est entouré de cela. On n'échappe pas beaucoup.
on ne peut pas échapper complètement. Donc, mais là-dedans, comment se protéger du plus dur de l'extraction, du plus de la question? Parce qu'il y a vraiment, je pense que toutes les questions de décolonisation aujourd'hui qui se soulèvent partout, qui sont prises par les féministes du Sud global, les féministes dans le Nord, les queers, les trans, tout cela, il y a quelque chose qui bouge, et donc il y a deux manières pour le pouvoir de faire, c'est taper d'un coup sur la tête ou de neutraliser, de pacifier. Ça a toujours été la politique. Et puis de diviser, diviser pour régner. Ça, c'est sa troisième tactique qu'elle utilise beaucoup. Donc, à l'intérieur de ça, c'est comment travailler constamment à une autre, bon, si malgré tout, je veux être exposée, c'est comment je travaille à côté pour garder, pour faire de la transmission d'une autre histoire de l'art, pour proposer, pour faire d'autres propositions de travail, notamment la question collaborative et collective qui est si difficile parce que justement l'économie telle qu'elle est pousse à l'individualisation absolue. Et comment justement casser cela, comment travailler en commun de manière collaborative. Et puis pour moi, par exemple, sur la question des musées, c'est de voir le musée comme une entité sociale, c'est-à-dire c'est pas seulement la salle d'exposition et qui est dans la salle d'exposition, mais qui nettoie, qui garde, qui fait le travail de secrétariat. Est-ce qu'il y a du harcèlement sexuel? Est-ce qu'il y a du harcèlement racial pour ces personnes qui font que le musée peut ouvrir et fonctionner? Donc, ce n'est pas simplement une question du commissaire et de l'artiste, mais c'est une question vraiment d'une structure culturelle et sociale qui est un monde qui est lié à l'extérieur. Il n'est pas tout seul, le musée. Donc, qui est lié à l'extérieur et qui est donc lié à des conditions aussi de production au sens vraiment de la création et puis des conditions de circulation. Des conditions de circulation qui vont faire que la circulation des œuvres, sinon d'artistes, de certains endroits vont être beaucoup plus difficiles que dans le Nord. On le sait, c'est toujours… Même par exemple, il y a beaucoup de questions où il y avait des artistes qui étaient invités, elles ou ils n'obtenaient pas leur visa, donc ne pouvaient pas venir. On est aussi dans cette question-là. Donc pour moi, c'est vraiment de réunir tous les éléments de ce dont vous parlez, qui constituent ce régime extractiviste dans lequel les artistes afrodescendants sont pris, et de voir donc quels sont les endroits où justement on peut mettre un morceau qui démantèle une partie de la maison du maître, avec quels outils, pour effectivement dégager de plus en plus des espaces de respiration. Puisque ces espaces, quand même, dès qu'on rentre dans la maison du maître, on ne peut pas tellement respirer, quoi. Je veux dire, on respire selon les règles que le maître institue. Mais en même temps, il y a quand même des choses extraordinaires qui se font en ce moment au niveau artistique partout dans le monde, parce que évidemment, les outils technologiques ont permis de ne pas avoir constamment à passer par l'institution Musée du Nord. Et puis, il y a de plus en plus, moi je vois en tout cas en Asie et sur le continent africain, de plus en plus d'ouverture de petites structures beaucoup plus autonomes qui échappent justement à la grande structure de musée et qui permettent… donc, c'est un terrain changeant. Mais la question, pour terminer sur la question du régime de l'extractivisme, qu'il soit en art ou ailleurs, c'est surtout de mettre bas, enfin je veux dire de smash it, je veux dire vraiment de le détruire, quoi, parce que il n'est pas que dans un champ, quoi. Parce que l'extractivisme a besoin c'est une machine très avide, parce qu'il faut qu'elle se nourrisse. C'est un énorme… On n'a pas idée des tonnes, des milliards de tonnes qui sont nécessaires d'extraction, de pensée, d'objets, d'énergie fossile, de minéraux, de forêts, de tout ça, pour que la machine marche. On n'a absolument pas… parfois, quand je regarde les chiffres, moi-même, qui lis beaucoup de ces choses-là, je n'en reviens pas. Je me dis, mais où ça va, tous ces trucs? Eh bien, ça va dans la machine. Merci beaucoup.
Merci. On a un peu dépassé le temps, mais Oui. merci beaucoup. C'était vraiment très généreux de votre part d'être resté. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais peut-être mettre un terme à notre rencontre. Donc, merci beaucoup, vraiment énormément. Ça nous a donné beaucoup de matière à réflexion et d'espoir aussi, même si c'est difficile, mais je pense que oui, on voit les choses qu'on peut faire. Oui, oui. Et les choses qui sont faites et les choses qu'on peut faire, on est quand même en avance. Alors, Puis, regardez comment on les fait trembler. Hein. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Il y a quelqu'un qui m'a écrit ça justement hier quand je me plaignais à propos d'autre chose. Mais oui, merci infiniment. C'était vraiment, vraiment extraordinaire. Merci de votre engagement et de vos écrits et d'être vraiment toujours disponible et de nous rappeler que tout est ensemble et qu'en fait, on fait une belle communauté aussi. Oui. Pour faire face à tout ça. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci encore une fois, Madame Vergès, d'avoir accepté notre invitation. Merci RC aussi d'avoir été la répondante aujourd'hui. Et j'aimerais annoncer la conférence du mois prochain. Donc, la prochaine conférence va avoir lieu le 8 avril à 17h à Montréal. Et nous allons accueillir Juli Zapata Rincón, qui est la conservatrice adjointe au musée d'Antioquia en Colombie. Next conference will take place on April the 8th at 5 p.m. and we welcome Juli Zapata Rincón, Assistant Curator at the Antioquia Museum in Colombia. Je vous attends donc aussi le mois prochain pour notre prochaine conférence du cycle. Merci d'avoir été présente, merci des questions et je vous vois le mois prochain.